Vous écoutez Mimesis, le podcast qui met votre corps en mouvement et votre esprit en ébullition. Je suis Alex, metteur en scène et directeur de l'association Le Bazar Culturel. Passionné par les arts du geste, j'ai fondé la méthode Artistic Training pour aider les acteurs à développer leurs qualités physiques et se perfectionner dans leur discipline. Chaque semaine, je vous livre mes entretiens avec des experts de la préparation physique, de l'entraînement, de la performance ou du mouvement en général. Que vous soyez artiste, sportif ou simplement curieux, cette émission sera l'allié de votre progression. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Mimesis. C'est encore une fois un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Pierre-Yves Marchand. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Alex, C'est un merci de me plaisir de te recevoir. recevoir ce matin. Et bah, cool. Cool, trop bien. Donc, Pierre-Yves, tu es préparateur physique spécialisé dans l'exploitation du tissu conjonctif, qu'on appelle plus communément les fascias. Tu as accompagné notamment un athlète, Charles Milesi, si je dis pas de bêtises, athlète en course automobile vers le titre de champion du monde. Tu es C'est ça. entrepreneur et créateur de MyoFit. Depuis 2022, tu es également papa d'une petite fille de 3 ans. Est-ce que j'ai tout bon? T'as tout bon, 3 ans et demi. 3 ans et demi, ok, ah ouais. Bon, top. Avant qu'on démarre, on va faire ton petit portrait chinois si tu étais un livre. Ah ça y est, ça me revient. L'alchimiste de Paulo Coelho. Ok. Si tu étais un film. Interstellar. Ouais. Si tu étais une époque. J'ai toujours été fasciné par les dinosaures. Si tu étais une devise. Une devise? Une devise. Attends, une devise, une monnaie, hein, on est d'accord? Non, une devise, genre un dicton, un proverbe, Un une dicton. citation. En ce moment, il y a un dicton qui me revient en tête très souvent et qui dicte beaucoup de mes actions, c'est un non te rapproche d'un oui. Un nom te rapproche d'un oui. Ouais. Ok. Ça dépend dans quel contexte. Ouais. Ah, oui, j'avais pas pensé à celui-là. Non, je pensais plus à la fois dans l'entrepreneuriat, dans ce que te dit les choses. Mais quand bien même c'est une fille qui me dit non, je me rapproche de ma future femme, imaginons, tu vois. D'une autre femme qui pourrait te dire oui. Oui, dans ce sens-là, Exactement. exactement. C'est Exactement. comme ça que je le disais. Et enfin, si tu étais une créature légendaire. J'en connais pas des masses. Je vais dire un dragon. Ok. Je crois que c'est mon signe chinois en plus. Alors, c'est quoi ton parcours sportif? Comment est-ce que tu es arrivé dans la préparation physique? Alors, version moyenne, courte, longue? On va dire moyenne. Allez. Moyenne. Je faisais du judo, j'avais un bon niveau en judo. J'étais pas dans le haut niveau, mais suffisamment proche pour savoir ce que c'était. J'étais première division. Mon dernier championnat de France, c'était Diriner, il s'est chauffé juste à côté de moi. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai jamais fait le saut. Après, les parcours sportifs, c'est toujours des parcours, comment dire, où le facteur chance, timing est très important. Moi, je considère que j'étais pas un mauvais athlète. Je pense que j'avais pas non plus le talent pour faire une médaille olympique. Par contre, je pense que j'aurais mérité mieux. C'est simplement, j'ai pas rencontré la bonne personne au bon moment. Qui est un entraîneur qui m'a coaché quand j'étais sur Paris. Et justement, alors j'étais licencié à Paris, mais je suis toujours resté dans mon cocon orléanais, puisque je suis originaire de la région centre. Et le fait de ne pas avoir basculé sur Paris, en judo, c'est compliqué. Et du coup, je faisais mes compétitions et je m'entraînais sur Orléans. Et au fur et à mesure, bah, comme j'avais pas l'opposition en face, pour pouvoir me maintenir au niveau, bah, j'étais obligé de creuser des trucs en prépa physique. Donc, je m'entraînais seul. Enfin, je me faisais ma propre préparation physique. Mais ça a toujours été un thème qui m'a passionné parce que, avec le recul, quand j'y pense, c'est vrai que c'est quand même. J'ai pas beaucoup vu ça. Mais le premier livre de préparation physique avait quand même des notions scientifiques, hein. C'était un mec de l'INSEP qui s'appelle Michel Pradé qui l'avait sorti à l'époque. J'avais 13 ans. Je me souviens, j'étais parti à la Fnac et je lisais ça à 13 ans. Donc il y a un petit côté vocation, mais le temps que des fois, tu as le décalage entre le son et l'image. Et en fait,
on va dire, mes 2 dernières années de judo, je commençais à préférer la préparation à la compétition. Et là, je me suis dit, il y a un conflit, en fait. Donc, il faut choisir. J'ai choisi la prépa au bout d'un certain temps. Et puis, clairement, c'était le bon choix parce que je m'épanouis. Je pense que les problèmes que j'ai rencontrés en judo me, comment dire, j'arrive à les transposer dans d'autres sports. J'ai retenu certaines leçons philosophiques pour construire des athlètes de haut niveau. Et au-delà de la spécificité scientifique de la préparation physique, je pense qu'il y a beaucoup de, de rapports humains qui permettent simplement d'élever une personne, en fait. Parce que techniquement, j'ai bossé avec 3 champions du monde. Et moi, je considère que ma plus-value chez ces personnes-là, c'est 3%, pas plus. Ils avaient déjà un talent monstre, ils avaient déjà ce qu'il fallait, mais peut-être que dans les faits, Romain Dumontier, qui a fait champion du monde en rallye 2, moi, ce que je pense, le truc que je lui ai apporté et qui gardera toute sa vie, c'est de la respiration. Ouais. Pierre Martin, il a un titre de bodybuilding pour toute la vie. Moi, la seule chose que je lui ai apporté, c'est un dosage en magnésium. Charles, il y a un peu plus parce que je l'ai suivi vraiment de ses 16 ans jusqu'à ses 20 ans à temps complet. Et là, donc, il faut construire un adolescent qui devient un jeune homme, qui devient un athlète professionnel avec tout ce qui s'ensuit au niveau des demandes médiatiques, des enjeux à la fois économiques et médiatiques. Et ça, c'est plus dans le rapport humain, mais meilleur humain, meilleur athlète. Donc voilà comment je suis arrivé. Après, j'ai passé une licence STAPS à l'époque à Orléans, qui, comment dire, elle m'a été utile, mais j'ai quand même le souvenir d'avoir été un peu feignant. Je faisais la fête. J'allais au... J'étais un peu dans l'extrême, c'est-à-dire qu'il y avait des cours, quand ils me passionnaient, j'étais vraiment à fond dedans. Et par contre, il y avait d'autres cours, et on va pas se mentir à ce moment-là. Alors, j'espère que les personnes n'écouteront pas. De toute façon, c'est pas celui de Rouen, c'est celui d'Orléans. Mais j'avais pas des cours qui me transcendaient de dingue. Et donc, 80% des cours, bah, j'en glandais pas une, mais inconsciemment, je me sentais bon dans ce que je faisais. Et en fait, les cours qui me plaisaient vraiment, il y a encore des cours de STAPS qui me résonnent en tête, notamment des cours de biomécanique, Ouais. euh, qui, dans mon quotidien de préparateur physique, me servent encore. Ensuite, j'ai dérivé sur un BPGEPS. Alors, c'est marrant parce que du coup, je suis bac+3. Mm. Et après, la logique voudrait que j'aille sur un bac+4, +5, peu importe. Et toi, Et tu as ça fait s'est pas fait. l'inverse. Bah, Exactement, je suis revenu niveau bac. Je suis revenu niveau bac pour un BPGEPS, sauf que mon BPGEPS, il était incroyable. Je crois que j'ai jamais autant appris en une année sur le plan technique. Parce que mon formateur, et c'est une des grandes figures de la préparation physique en France, c'est lui le principal animateur d'un colloque national en préparation physique. Donc lui, c'était mon formateur. c'est qui? Comment il J'avais s'appelle? David Florence. Ouais, ok. Je Ensuite, connais pas. tu connais le nom? Non, 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 je connais pas. Et ensuite, on s'entraînait dans une salle d'haltéro dont l'entraîneur en chef, c'était le partenaire de chambre de Venceslas Dabaya qui a fait vice-champion olympique. Donc c'était un ancien de l'équipe de France. Et mon patron, alors j'ai un peu galéré à l'époque à trouver une alternance. Au final, je l'ai trouvé par piston, mais même pas mon piston, c'est-à-dire le piston de la directrice du CFA de l'époque qui m'envoie à Blois. Sur le moment, je suis oh, Mm. dégoûté, quoi. Et en fait, un mec extrêmement compétent, Jérôme Laurenceau, qui a préparé des bodybuilders toute sa vie, qui a emmené un mec champion d'Europe naturel. Et cerise sur le enfin, 2 cerises sur le gâteau, ma tutrice de l'époque veut se lancer dans le bodybuilding, ce qui fait que j'ai eu une préparation physique de A à Z. Alors c'était même lunaire parce que
Elle a décidé de se lancer là-dedans. On devait être je sais pas moi, en novembre de l'année 2011. En fin janvier, c'était une boule. Et le patron, je l'appelle encore patron, il dit, bon, bah là, l'objectif, c'est cette année, en mai, qu'on voit le sillon fessier. Ta, ta, ta. Moi, je Waouh. surtout une boule sur le moment, hein. Et en fait, non, non, carrément pas. Je me souviens même que le jour de son concours, c'était le jour de l'élection présidentielle de 2012, et elle fait vice-championne de France. Donc j'ai vu ça de A à Z. Et seconde cerise sur le gâteau, par échange européen, je suis parti voir le salon mondial du bodybuilding en Allemagne. Donc moi, mon BPGEPS, il était incroyable. Mm, Après, mon patron ne me garde pas parce que la grande tendance fitness à l'époque, c'était faire des cours collectifs et mm. de la muscu. Et moi, je faisais que la muscu. Et du coup, bah, je suis pas conservé. 3 mois de chômage avec le recul, qui m'ont sévèrement touché, mais j'en étais pas conscient sur le moment. Euh, je trouve que là, tu vois, ça fait depuis 2022, donc il aura fallu 10 ans. Là, j'ai la sensation d'avoir un rythme de production intellectuelle comparable à ce que je faisais en BPJEPS. Parce qu'avant, j'étais sans arrêt dans l'adaptation, pas spécialement avec mon public cible, c'était compliqué. Euh, et là, j'ai vraiment la sensation d'être dans un confort qui fait que, chut, allez, je déroule. Et du coup, ouais, 3 mois de chômage. Et puis, je vois une annonce à Rouen pour une salle en centre-ville. Et je contacte un copain. Je savais qu'il habitait Rouen. Je voulais savoir s'il connaissait. Il me dit, bah écoute, je connais pas la salle. Par contre, nous, on embauche. Et en fait, à l'époque, c'était Acrosport. Et du coup, je suis embauché par Acrosport après un entretien prélunaire. Je reste 3 ans là-bas. Ensuite, je bifurque sur une salle de CrossFit. Alors ça, c'est un peu le moment où j'ai erré, si tu veux, Mm. parce que j'avais pas de vision de fond et je voulais des sous à court terme, ce qui peut se Mais c'est comprendre. intéressant parce que du coup, tu es allé voir aussi dans différentes approches. Parce que pour le coup, entre le judo, entre la prépa physique type bodybuilding et là, le CrossFit, ouais, c'est complètement différent, quoi. Ouais, et même le fitness, parce que finalement, les cours co auxquels j'étais pas formé, j'ai dû en donner. Mm. Alors, il y avait quelque chose que je détestais profondément, mais il y avait la chose en soi, c'était que pour moi, c'était du sport sans en être. C'était vraiment cool. Et puis, le sport et la musique, je trouve ça donne. Alors oui, c'est clairement la musique, ça galvanise, mais ça peut donner un sentiment de comédie, tu vois. On Mm. joue un rôle, chose que j'étais pas vraiment à l'aise avec ça. Allez, tout le monde, les bras en l'air, tu vois. Il y avait un côté animation sur lequel j'étais pas trop à l'aise. Mais encore une fois, j'ai appris plein de choses parce que du coup, j'ai vraiment fait la scission entre mon travail, c'est le fitness, ma passion, c'est la musculation. Et ça a vraiment permis de Ouais. créer une frontière. Ça m'a également permis de parler en public, chose que je ne savais pas faire. Ça m'a vraiment mis hors de ma zone de confort. Et ça m'a fait du bien, ça, de dire, bah, va faire un truc que tu sais pas faire. T'es pas mauvais, mais va faire un truc que tu ne sais pas faire du tout. Et sur Mm. lequel, en plus, on va te regarder, on va te juger. euh, Tu vas même avoir honte parfois. Tu vas te planter. Alors, sur le moment, ça, je le savais pas. Mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et le truc, c'est qu'à partir du moment où tu fais une bascule et tu, tu arrives à vaincre ça, bah, on peut pas t'enlever la compétence, en fait. Et on peut pas t'enlever le côté apprendre à apprendre. Et tu vois, là, en 2022, quand j'ai écrit Myofit, il a fallu que je réapprenne pas mal de choses au niveau du marketing, comment communiquer sur les réseaux sociaux, Mm. chose qui était un peu, si tu veux, quand tu as le côté scientifique un peu fermé, rat de laboratoire, c'est un peu, ah oui, mais les réseaux sociaux, c'est n'importe quoi. Non, non. Alors qu'en fait, j'ai- quand on regarde bien, c'est une manière déjà de faire du bien. À la limite, si tu n'es pas d'accord avec les messages que tu vois, bah, Mm. peut-être toi créer un message encore plus fort que tu estimes bon. Et je trouvais que c'était une manière pas de soigner les gens, mais de faire du bien aux gens, d'instruire les gens, de tirer les gens vers le haut. Et, euh, et ça, au départ, c'est pas évident parce qu'avec la meilleure des intentions du monde,
moi, j'ai eu des échos un peu plus tard. On disait que ouais, il étale son savoir. Alors qu'en fait, c'est peut-être de la maladresse, peut-être parce que je m'exprime mal, parce que et loin de là le fait de vouloir avoir le melon. Mm. Mais à un moment donné, il y a un contexte économique qui fait que nos pubs actuelles, c'est sur les réseaux sociaux. Donc voilà, on est obligé Ouais. c'est très important d'être dessus. Et, mais il y a une manière, il y a un langage à avoir. Et d'ailleurs, j'étais longtemps formateur. Et ce que je trouve dingue, c'est que mes élèves, ils ont tout de suite le truc. Moi, je suis de 88, j'ai 36 ans. Je vois mes élèves qui ont entre 20 et 28 ans. C'est leur écosystème. Là où Ouais. moi, vraiment, je fais de la démarche mentale, c'est pas automatique, ça commence à venir. Mm. Mais eux, ils ont le truc. Et c'est un mode de communication qui est difficile à acquérir, mais qui est intéressant. Et j'ai retrouvé cette sensation-là au tout début, quand vraiment je me prenais des vestes, je faisais des réels Instagram, imaginons, j'avais mis 4 heures dessus, ou peut-être même plus, puis au final il fait 100 vues. Bah, j'avais quand même le côté j'avais quand même cette expérience de fitness de me dire, bah écoute, c'est normal que tu te plantes, ça se fait pas comme ça. Et ça m'a été très très utile. Ouais, et puis Donc, peut-être que parmi les 100 vues, tu vois, il y a quand même des personnes à qui ça a servi, et puis toi, ça t'a formé. Tu vois, moi, c'est aussi mon optique, bah, ne serait-ce que par rapport à ce podcast, de me dire, quelque part, si je rencontre une audience, c'est bien, mais au final, même si je rencontre pas d'audience, ou pas tout de suite du moins, eh ben, je vais échanger avec des gens, je vais me construire du réseau, je vais apprendre des choses, et puis du coup, je vais me former moi-même. Et ne serait-ce que pour ça, tu vois, en fait, c'est ouais, hyper formateur. Avant ce podcast, j'en avais un autre que j'ai tenu pendant un an et bah, ça m'a déjà permis de développer une aisance. Tu écoutes mes tout premiers podcasts d'il y a un an où il n'y avait pas la vidéo, où c'était vachement moins bien préparé, etc. Je dis pas qu'aujourd'hui c'est ouf, hein, mais en tout cas, il y a quand même une différence entre les deux. Et donc, en fait, tout ça t'apprend, en fait, mais bah, complètement. au fur et à mesure que tu fais. Complètement. Et puis, en plus, dans ce que tu soulignes, je trouve il y a deux choses qui sont importantes. C'est vrai que avec, je sais pas, on imagine les Thibaut InShape, les Squeezie et tout, on, on a vite tendance à voir le raccourci et se dire, bah, j'ai une bonne idée, paf, je vais parler, tout le monde va me suivre, etc. Un peu comme le Messi. Alors qu'en fait, ça, je pense, que c'est le pire des chemins à prendre. Et il faut d'abord faire les choses pour soi. Mm. Et déjà, ça te simplifie grandement la tâche mentale parce que tu n'en attends rien. Et c'est pas évident aussi de produire. Voilà, je vais dire un truc. Vous aimez, vous prenez. Vous aimez pas, bah, c'est pas grave. C'est pas évident ça. Et l'autre chose aussi, c'est que quand tu remets dans le contexte, tu vois, genre 100 vues, c'est vrai que c'est peu. Mais on se met à la place. En plus, j'ai une sincère admiration pour ces personnes-là. Du guitariste qui est place de la cathédrale, qui lui va peut-être voir 100 personnes passer devant lui. Et en plus, tu as vraiment ce contact physique et il va faire ça sur, je sais pas, imaginons 2 heures, j'en ai aucune idée. Et maintenant, tu fais 100 personnes, tu parles sur 1 minute à 100 personnes en même temps. En fait, tu remets les choses en perspective. Quand tu fais 500 vues, bah là, déjà, tu as un très bel amphithéâtre. Quand tu fais 1000 vues, 10 000 vues, je ne sais pas. Oui. C'est énorme, en fait, quand on y repense. Bien sûr, après la qualité d'attention n'est pas du tout la même, mais c'est quand même en termes de pourcentage de la population, effectivement, c'est énorme, quoi. C'est comme si tu remplissais un stade où, et le message il passe devant toutes ces personnes-là, donc ça c'est hyper fort quand même. Bah, complètement. Ça m'a fait bizarre de faire la transition. Parce que aussi, ça oblige, c'est une gymnastique intellectuelle qui est vachement intéressante parce que ça t'oblige à sortir de la vision tunnelière que tu as et de voir ton prisme et de se dire, mais attends, je vais me mettre à la place de l'autre. Il comprend quoi l'autre quand moi je dis ça? Mes toutes premières vidéos, euh, je, j'avais l'écho qu'on me dise, mais on comprend rien à ce que tu dis. Mm. C'est bien, hein. C'est bravo mon gars. Tu sais, à la limite, c'est comme ma fille quand elle fait un dessin, c'est bravo. Ouais. Et on comprenait rien. Et après, au fur et à mesure, bah, tu te dis, bah, peut-être que finalement, entre ce mot-là et ce mot-là, peut-être prendre ce mot-là, peut-être que j'en dis trop, peut-être que c'est trop long, peut-être que l'intonation de ma voix, parce que ça c'est pareil, c'est tout un sujet. Il y a chose qui est importante aussi en haut niveau, hein. La Mm. connivence entre les mots que je dis et, euh, et un athlète, c'est fondamental. Imagine, on fait un jeu de fléchettes. Il y a deux équipes. Imaginons même, il y a de l'enjeu, je ne sais pas pourquoi.
Et en fait, c'est à ton tour, tu vois, et c'est vraiment la fléchette qui peut vraiment faire basculer la partie. Et puis moi, je te dis, je crois en toi, tu vois, mais vraiment avec la voix de la peur. Forcément, en plus, ça marche vraiment comme ça. Scientifiquement, le subconscient prend le pouvoir à ce moment-là et road to the échec, tu vas tirer complètement à gauche ou à droite. Mm. Et c'est pareil, en fait. Le choix des mots est extrêmement intéressant à avoir. Mm. Le, le fait de créer des choses aussi. Moi, j'aime Ouais. bien le processus de création. Nos, nos parents, nos grands-parents, ils étaient avec des choses très manuelles, très physiques, chose que j'aime beaucoup aussi. Mais là, c'est vraiment l'aspect digital, montage et tout. Et il y a moi, je m'amuse vraiment parce qu'il y a des notions de timing dans certaines choses qui peut t'amener de l'humour ou du rythme ou alors calmer les choses. Je trouve que c'est très intéressant à faire. Ouais. Bon, là, on a fait une grosse digression, mais c'est quand même intéressant. Comment est-ce que là-dedans sont arrivés les fascias? Est-ce que du coup, après, tu t'es formé en fasciathérapie? Est-ce que tu avais déjà des connaissances? Tu parlais tout à l'heure de bioméca sur ton BPGEPS, mais après, tu as creusé, parce que mine de rien, les fascias, c'est quand même quelque chose d'assez récent dans les sciences du sport. Il y a encore quelques années, on n'en parlait pas tant que ça. Comment est-ce que toi, tu t'es formé à tout ça? Et comment c'est venu dans ton parcours? En version courte et très simple, ça répondait à un problème auquel j'avais. Le problème étant quand j'étais avec Charles, parce que Charles, c'était mon meilleur athlète et quelque part, c'était le plus compliqué à préparer. Donc, sport automobile, c'est quand même particulier parce que il n'y a pas d'équivalent. La personne, elle est immobile et les impacts, les secousses qu'ils prennent. Je suis monté une fois dans la voiture avec lui, il n'y a rien de plus violent en fait. Je vois pas ce qui peut être plus violent. Je fais de l'haltérophilie sur laquelle il y a beaucoup d'impact. Quand il était dans la voiture, il tournait de ça. Moi, je partais direct. C'était même les organes. On prend conscience de quand on n'est pas initié, parce que lui, il est habitué à ça. Mais moi, du coup, je prenais conscience que mon ventre, il bougeait, mes liquides bougeaient. Et donc, j'avais un problème avec lui dans la planification de la semaine, c'est-à-dire qu'on s'entraînait bien le lundi, on s'entraînait pas trop mal le mardi, le mercredi, ça allait. Jeudi crash, vendredi crash. Et la semaine suivante, des fois, c'était compliqué. Et sur un cycle, ça arrivait qu'avec ce rythme-là, la troisième semaine, il chope une maladie. Et puis, les fascias sont arrivés dans l'élan de la posture, parce que je m'étais formé en posturologie, parce que la règle de base en préparation physique, c'est un sport avec une logique interne. Comment on peut améliorer la performance de l'athlète, de l'humain dans la logique interne. Donc le pilotage, c'est quoi? C'est faire le tour le plus rapide en qualification, donc être le plus vite possible dans un engin motorisé à quatre roues. Et pour ça, il faut pouvoir anticiper une trajectoire, ressentir le grip de la voiture, et que une fois que tu as ces données-là, ce que tu ressens est parfaitement corrélé avec ce que tu fais ou ce que tu prévois est parfaitement corrélé avec ce que tu fais. Et ça, c'est le traitement de l'information, c'est les cinq sens, hein. Enfin, on va pas utiliser le goût et l'odorat pour la voiture, mais le toucher, l'ouïe, ils ont une ouïe très développée, et surtout la vue. Et donc, je me suis intéressé à la posture, qui du coup va venir, pour résumer, ça va être le moyen de gérer notre gravité notre équilibre par rapport à la force de la gravité euh, terrestre. Et par rapport à la posture, nos sens vont être plus ou moins harmonieux entre la droite, la gauche, le devant, le derrière, et ce, par zone, entre les pieds, les tibias, les genoux, etc., jusqu'à la tête. Et l'adaptation de ces sens se transfère sur les fascias, le tissu conjonctif qui va venir vraiment mouler le corps. Le corps est vraiment déformable, c'est pour ça on va faire l'exemple le plus fréquent, c'est les personnes qui mettent, imaginons, des chaussures trop serrées, qui ont les pieds limite en losange, ou plus communément des hallux valgus. Le corps est déformable. Quelqu'un qui est comme ça, qui travaille très souvent assis, qui est presque bossu, le corps est déformable. Il n'est pas né comme ça. Et ça, c'est le tissu conjonctif, c'est le fascia qui permet l'adaptation, mais qui permet du coup le retour. Et donc, je me suis formé derrière. J'ai pas trouvé grand-chose en français et ça me dérangeait pas plus que ça parce que euh, par essence, quand tu arrives à un certain niveau de coaching, euh, tu peux, c'est compliqué d'imiter les meilleurs parce qu'ils donnent pas forcément leur technique, tout simplement, et puis ils ont peut-être pas le temps.
Ils sont compliqués d'accès aussi. Par contre, il y a quelque chose qui est assez simple et que tout le monde peut faire, c'est simplement regarder le voisin, la voisine qui fait pas la même chose. Donc en fait, le mouvement m'intéresse beaucoup. Euh, Tu vois, je fais une petite parenthèse, mais il y a un reportage qui est intéressant sur le bodybuilding avec Arnold Schwarzenegger, c'est Pumping Iron. Tu parles de ça aux culturistes, tout le monde connaît. Et alors que c'est quand même l'ambiance des années 70, vraiment no pain, no gain, on s'entraîne, les poids, le dos, rien à foutre, tata, bah, ça commence quand même par un coaching avec une danseuse étoile. Et Arnold, il apprend à poser. Donc c'est quand même très malin de sa part d'avoir été chercher quelque chose complètement différent, mais qui peut l'aider dans son sport. Et en fait, j'ai un peu adapté ça pour mes recherches, donc je me suis pas mal renseigné sur l'ostéopathie. Je discutais pas mal avec des kinés, d'autres préparateurs physiques, plutôt du Canada. Et puis après, au bout d'un moment, bah, j'ai trouvé des formations qui m'intéressaient et surtout qui répondaient à la question fondamentale, c'est comment rendre Charles plus rapide ou meilleur sur sa prépa. Puis bah, de là, voilà, après j'ai tiré un fil, j'en ai tiré un autre, et puis là, ça fait 2, 3 ans, depuis 2021, où j'avais la sensation de boucler la boucle, où je me dis, bon, maintenant c'est intéressant. Alors j'ai d'autres projets de formation spécifiques sur le corps humain, mais j'expérimente beaucoup et je trouve que c'est encore plus riche. Mm. Parce que je trouve mes méthodes, et je les comprends aussi, mes méthodes. Oui. Et donc le fonctionnement des fascias de façon assez simple, c'est quoi? Donc tu disais c'est le tissu conjonctif. J'ai vu qu'on avait des couches superficielles, des couches plus profondes. Comment est-ce que l'une et l'autre vont fonctionner ensemble? Et du coup, comment est-ce que toi tu viens les travailler? Est-ce que c'est par du massage? Est-ce que c'est par des exercices spécifiques? Ça fonctionne comment concrètement? Déjà, bravo, tu as bien bossé le sujet parce que c'est vraiment compliqué le fascia. Le fascia, pour faire simple, tout est uni dans le corps. Tout est uni par du collagène. Si on veut faire compliqué, euh, les personnes qui regardent ma webcam, mis à part ce qui est physique, donc moi, le rack qui est derrière, le plafond qui est au-dessus, tout le reste, on va dire l'air, Mm. ça serait ce comparable à ce qu'est le fascia au corps. Et finalement, si on considère l'air comme une matière, je suis relié au plafond. Et donc, le fascia, ça va être un tissu, c'est une fine toile d'araignée en collagène. Enfin, c'est plus compliqué, il y a de la réticuline et de l'élastine. L'oreille, par exemple, c'est très très riche en élastine, c'est pour ça que c'est très élastique. Donc, typiquement, les compositions cellulaires sont légèrement différentes et permettent des propriétés plus ou moins élastiques, plus ou moins résilientes. Et en fait, cette adaptation cellulaire se fait couche par couche, zone par zone, en fonction de l'offre et de la demande. Et en fait, chaque couche va venir fusionner avec une autre, ce qui fait que tous les éléments peuvent communiquer entre eux. Mm. Et donc, Et est-ce donc, que dans la plus les pratique, couches... Pardon, vas-y, vas-y. Je te laisse continuer. bah, après, dans la pratique, si tu veux, ça va dépendre du temps de la séance. Plus on est au début de la séance, plus on va travailler le fascia sur des choses qui vont activer le fascia. Donc, des automassages, mais alors rapides, du travail de proprioception pour conscientiser telle articulation, parce que derrière, on va faire, imaginons, du squat ou de l'haltérophilie. Mm. Euh, Travailler le rebond. Alors ça, c'est une particularité, mais s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui courent, lorsqu'on regarde le tendon d'Achille et on va dire le mollet, quelqu'un qui va courir, la course de contraction du mollet va pas tant changer que ça. Par contre, la course du tendon va énormément évoluer. C'est pour ça que lorsqu'on court, idéalement, moi je déconseille la course si on dépasse pas les 10 km/h. Parce qu'on n'a pas cet effet rebond. Sauf qu'il faut pouvoir les emmener les 10 km/h. Mais quelqu'un qui, imaginons, est légèrement surpoids et n'arrive pas à atteindre les 10 km/h et veut se remettre au cardio pour perdre du poids, moi je conseille très fortement la marche rapide. Parce que justement, il n'y a pas cet aspect impact qui serait double peine chez une personne qui n'arrive pas à atteindre les 10 km/h. Passer les 10 km/h, le tendon va pouvoir s'activer, sauf qu'il faut quand même un minimum il faut une base cardiovasculaire pour pouvoir tenir le rythme. Et le tendon est très économe. Quand tu regardes les Kenyans qui courent le marathon, ils ont des mollets qui sont assez fins, mais ils ont des tendons, des bases au niveau du tibia qui sont très longues. Le mollet est très très haut. Quand tu regardes entre la cheville et le genou, le mollet est très très haut. Ils ont un énorme tendon. Et ça, c'est comme un mini trampoline qui Ouais. part du mollet et qui descend à sous le pied et qui permet de rebondir. Et ça, c'est extrêmement économe. Le kangourou est fichu de la même façon.
tout à l'inverse du spectre, on aurait l'haltérophile. Alors, certains haltérophiles, c'est pas une loi universelle parce qu'après, forcément, le corps s'adapte par rapport au patrimoine gestuel qu'une personne fait. Mais tu regardes certains haltérophiles, les mollets, ils sont énormes. Et c'est parce que la course du tendon est peut-être un peu moins grande. Mais ça, après, un peu plus technique, c'est une autre histoire. Mais pour résumer, le rebond, c'est une façon d'activer le fascia de manière dynamique sans pour autant endormir la personne. L'étirement, ensuite, c'est une autre façon de travailler le fascia. Ça, je peux le faire 30 secondes si c'est en début de séance. Si on est un peu plus sur un temps cool, on va monter à 1 minute parce que c'est un peu plus parasympathisant, donc un peu plus calme pour le cerveau et donc un peu moins dans l'activité. Et enfin, le dernier recours, c'est le massage, mais profond et long. Et j'utilise, moi, deux machines, un power plate et une key machine. Et puis, idéalement, bah, je dirige vers des ostéos, des masseuses, tout ça. Ouais, ok. Est-ce que l'entraînement pliométrique peut avoir du sens aussi pour intervenir sur les fascias ou pas du tout? Bah, l'entraînement pliométrique, c'est du fascia. C'est Ouais. exactement la faculté de rebond que je venais de décrire. Simplement, dans ce que j'ai pu lire, moi, dans la littérature, donc je me base principalement sur ce que Cometti a fait. S'il y a des préparateurs physiques qui écoutent, ils comprendront tout de suite qui c'est, mais c'est un pape de la préparation physique en France. Il a fait un bouquin sur la pliométrie, et je trouve que la plupart des exercices de pliométrie qui, au final, ressortent de l'Allemagne de l'Est, enfin des pays de l'Est de manière générale, je les trouve trop durs. Je trouve que c'est pas adapté c'est pas analytique. Je les trouve tout de suite trop durs, un petit peu comme si tu débarquais dans une salle de CrossFit et tout de suite on te dit, ok, bah écoute, la barre à 50 kilos, là tu vas me faire 10 épaules jetés. Non, il faut quand même des phases d'apprentissage, faut quand même maîtriser, au-delà même de l'apprentissage, il faut simplement choper le timing, hein. Juste ça. C'est un peu comme si, exactement, c'est les mêmes voies neurophysiologiques. Tu arrives, premier cours de musique, de piano, bah, tu vas me jouer la marche turque. Puis je t'ai pas appris le solfège. C'est impossible. Donc il faut commencer doucement. Et derrière, plus tu construis, plus les articulations ont une orientation qui est saine, et puis après, on peut aller sur des trucs vraiment durs, vraiment fun. Et là, par contre, le potentiel de performance, il est énorme. Mais quand on voit un mec comme... lorsqu'on tape sur YouTube, on tape préparation physique Jean-Pierre Heger, euh, il a fait une préparation physique vraiment magnifique. Il s'est filmé à l'époque, alors ça devait être les Jeux de Barcelone, je pense, ou les championnats du monde aux alentours. Et en fait, tu vois une préparation physique complète d'un lanceur de poids. Et le mec, il fait de la pliométrie, mais Mm. c'est, comment dire, c'est les Avengers, le mec, hein. C'est à base de développer couché à 230. Le mec, il fait de l'haltérophilie, c'est pas son sport, mais il a des barres de niveau mondial. Et il fait du lancer de poids. Et quand on regarde la pliométrie, le timing est excellent, l'amortissement est Ouais. excellent. Mais parce qu'il a construit ça bien avant, déjà dans la jeunesse, je suppose. Parce qu'il n'est pas arrivé à 33 ans, oh, tiens, je vais me lancer à ça. Il a construit ça, je pense, dès ses 10 ans, Gunther. Et derrière, plus tu augmentes les niveaux de difficulté, au bout d'un moment, bon, on va se rapprocher d'un geste polyarticulaire comme des flexions de jambes. Et là, tu fais des sauts en contrebas et tu peux te rapprocher de ce que ferait une grenouille, imaginons. Mm. Donc tout à l'heure, on parlait des différentes couches de fascia. Est-ce que ce serait vrai de dire que les couches superficielles sont plus récentes que les profondes ou pas? Ou est-ce que ça, c'est pas du tout comme ça? Est-ce que les couches profondes vont plus... tu disais, tu vois, que le corps pouvait se déformer avec le temps et qu'on pouvait le reformer. Est-ce que plus les couches sont profondes, plus c'est des schémas moteurs qui sont anciens? Comment est-ce que ça se passe? Alors, il y a un truc dans ce que tu dis qui... Il y a une histoire de chronologie basique, c'est que notre histoire commune, c'est que un spermatozoïde vient féconder un ovule. Derrière, ça donne un embryon, puis deux, puis quatre, puis huit. Et en fait, alors faudrait que je regarde, mais je crois que ça se fait très tôt, hein, à partir du troisième jour, je crois. Si tu veux, l'embryon, au moment où il se développe, va commencer à créer des feuillets. Exactement comme si là, tu vois, j'ai une feuille de papier.
l'embryon à la base, imaginons c'est ça, et ensuite l'embryon se multiplie et se replie sur lui-même. Hmm. Ça, c'est ce qui va donner plus tard les différentes couches de fascia qui vont se durcir et qui vont devenir, alors de tête, les premiers tissus, ça va être les tissus méningés. Et après, c'est tout ce qui va être lié. Alors là, je m'aventure sur un terrain compliqué, mais tout ça pour te dire que au niveau de l'embryologie, on a les prémices des fascias qui vont donner une certaine chronologie de comment se construit le réseau collagénique, le tissu adipeux qui derrière nous construit en tant qu'humain. Le dernier tissu, ça va être la peau. La peau est déformable. Maintenant, les tissus par rapport aux patrons moteurs qui vont se déformer, c'est une question que je ne m'étais pas posée, mais quand tu réfléchis, quelqu'un qui travaille assis, au départ, il va y avoir des muscles tonico-phasiques qui vont permettre une bonne station assise. Et en fait, au bout d'un moment, les fibres vont commencer à être trop fatiguées, donc le corps va créer localement du collagène. Les fameux trigger points, lorsque la peau est très épaisse, c'est du collagène qui est un peu plus récent parce qu'il répond à une certaine demande due à la gravité et à la demande de contexte, si tu veux. Maintenant, est-ce que c'est plus facile à enlever? Je suis pas sûr. Parce que Hmm. tu es ce que tu produis et parfois, il faut enlever un schéma moteur qui est compliqué à avoir. Oui, ok, intéressant. Alors, il y a des photos assez impressionnantes sur ta page Instagram qui sont même épinglées, où on voit la posture d'un pratiquant, d'une pratiquante. On voit une différence, j'imagine que c'est un avant-après. Comment est-ce que ça s'explique, ça, concrètement? On a l'impression, en fait, hein, concrètement, quand on regarde l'image, que la personne est plus grande après. Bah, déjà, ça se fait en peu de temps, hein. Ça peut se faire en 30 secondes. Juste pour te donner Un ratio, un- ouais. un ratio de temps. C'est tout bête, en fait. Le corps et le mouvement qu'on va produire et le construit hypothétique de tous les récepteurs et de la transmission d'informations qu'on lui donne. Tiens, j'ai un petit bonhomme, c'est parfait. Si le corps est projeté vers l'avant, ça veut dire que dessous, au niveau du fascia plantaire, il y a comme une tension qui crée des blocages qui donnent par série de conséquences une fermeture de la chaîne antérieure qui te projette le corps vers l'avant. Peut-être qu'il y a mille et un symptômes qui viennent de la chaîne avant ou de la chaîne postérieure, peu importe. L'origine, c'est un seul et même problème, c'est un problème de mécanorécepteur. Donc tu traites le mécanorécepteur, tu vas traiter l'ensemble des problèmes. Moi, si tu veux, euh, et j'ai pas de problème avec eux, je m'entends très très bien avec eux, hein. Je travaillais avec l'ancien kinésithérapeute de Benjamin Pavard, je m'entends très très bien avec eux. Mais si tu veux, quand on se parle, parfois moi je les comprends pas parce que je trouve qu'ils complexifient beaucoup le problème. Ce qui est normal parce que eux, il faut, à un moment donné, ils sont payés pour quelque chose de très technique. Donc, ils vont pas dire comme. Moi, j'ai pas le temps. On n'a pas les mêmes contextes, si tu veux. Mais quand ils me parlent, j'ai pas la sensation de les comprendre complètement alors qu'on est en train de parler du même sujet. C'est exactement comme si je devais te décrire la pièce qui est face à moi. Et moi, je te dis, bah, c'est devant moi. Et il y a quelqu'un qui dit, oui, alors il y a la rue, le goudron, les arbres. Et en fait, je trouve ça, moi, ça me complexifie. Parce qu'après, je traite sur d'autres spectres. Après, je vais sur de la performance. Ouais. Mais c'est extrêmement simple à remettre en place. Il faut juste comprendre certains mécanismes de pourquoi la Mhm. posture va vers l'avant. Ok, oui, intéressant. Euh, Toujours sur ton Insta, j'ai vu une publication de toi alors qui date un petit peu, mais dans laquelle tu parlais de ton 1RM au squat qui avait pas mal évolué, notamment depuis que bah, tu avais commencé à bosser sur les fascias. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et dire concrètement bah, qu'est-ce que tu as implémenté par exemple dans ton entraînement qui a fait que ça t'a fait passer un plafond de verre? Plusieurs choses. Déjà, le truc basique, j'ai écouté mon corps. Et étant assez inflammé de base, moi, j'ai un ratio d'entraînement optimum
C'est-à-dire que je dois faire un entraînement dur pour deux entraînements cool. Je peux pas, mon corps est comme ça. Peut-être que ça évolue dans le temps si toutefois je me mets à fond dedans et que mes facultés de récupération augmentent. Mm. Mais déjà la chose de base, c'est que j'ai fait ça. Ensuite, le record à 190 en squat, il n'est pas figé, c'est vraiment un record. Là, si je me mets sous une barre, avec les mêmes dispositions, je pense que j'ai 20 kilos de moins. Par contre, je pense que je les ai encore, les 20 kilos. 170, je pense que je les ai. Donc, ce qu'on voit, le record, j'en suis très heureux parce que c'est une photo. Si tu veux, je le fais qu'une fois. Euh, L'autre chose qui a vraiment changé, parce que je m'entraîne radicalement moins que lorsque j'étais dans la salle de CrossFit, ce qui a changé beaucoup, c'est que justement, je m'entraînais trop, j'entraînais trop les mêmes patterns, et du coup, j'avais pas de grandes variations dans mon entraînement. Ce qui fait que les mêmes articulations étaient sollicitées quasi plus ou moins de la même façon, ce qui fait que j'avais de la surfatigue, ce qui fait que même j'avais des schémas moteurs qui se mettaient en place. Moi, le squat, c'était un mouvement que j'adorais, mais qui me faisait peur il n'y a pas si longtemps. Et maintenant, ça peut m'arriver de faire, une fois que je me sens bien dans mon corps est disponible à l'activité, je fais 60, 100, 120, 140 sans problème. Si mon corps est disponible. Mm. Et donc, après, bah, tout simplement, je me sentais très bien sur cette période-là sur les jambes. J'avais zéro pépin. Je suis bon, bah écoute, c'est la fin de l'année, c'est bientôt Noël. Après, je sais que je vais bien manger, tout ça. Donc, s'il y a un moment à tester, prendre une prise de température. Et après, il y a un peu de côté placebo qui est pas inintéressant. C'est-à-dire que mon ancien record, c'était 180. Et je me souviens, c'était à l'époque d'Acrosport, donc c'était en 2014-15. Et la forme de corps que j'avais à ce moment-là était vraiment pas belle. Heureusement, il n'y a pas de vidéo de ce squat. Mais du coup, quand je passe 180 et que je la remonte, je sens le rapport de vitesse en mètres par seconde. Et je me dis, là, il n'y a pas de doute. Ça, après, c'est quelque chose que j'ai travaillé avec le temps. Mais je me suis dit, vas-y, tout de suite, plus 10 kilos, je vais pas faire un 185. Je sais que si je mets 185, je fais pas 190 derrière. Donc, Mm. on se fait confiance. Ça, c'est un truc que les sportifs de haut niveau m'ont appris, c'est de dompter sa peur. Donc, j'avais peur. C'est pas grave, on y va. Vive la France, paf, paf. Et après, j'étais en haut, j'étais content. Ouais, ok, cool. Ah, j'étais vraiment content, hein. J'étais vraiment content. C'était un peu bah, après, le prochain objectif, ça serait les 200, mais c'est à voir, je sais pas. C'est pas prévu de base, mais why not? C'est dans longtemps, décembre. J'ai le temps. Ouais, ouais. Il y a autre chose dont je voulais parler avec toi. Là, pour le coup, c'est un article que j'ai vu sur ton site internet, hein. J'ai creusé un petit peu, où tu dis que qui date pareil un petit peu, mais où tu dis que la souplesse n'est pas musculaire, mais myofaciale. Et que très Ouais, souvent, du coup, quand on s'étire, en fait, on fait mal les choses. Concrètement, est-ce que tu pourrais décrire ça un petit peu ou pas? ouais, bien sûr. Un muscle, un bon muscle, déjà, c'est une structure qui s'allonge et qui se raccourcit facilement. Ça, c'est le contexte de base. En niveau 2, un petit peu plus dur, il y a trois grands types de contractions. Le concentrique, lorsque les fibres se rapprochent. L'isométrique, typiquement, c'est la chaise, on l'a tous fait, c'est quand les fibres sont quasiment à la même distance pendant une durée de temps. Et la troisième, c'est l'excentrique, c'est lorsque les fibres s'écartent, quand les unités de contraction s'écartent. Euh, le truc avec les étirements passifs, c'est qu'on est sur des contractions excentriques en course extrême. Donc exactement comme si j'étais un lanceur de javelot. Si je veux étirer mon pec et je fais ça, d'ailleurs on l'a déjà fait, hein, on est contre le mur, on fait ça. Mais qu'est-ce qui différencie le fait que je lance un javelot derrière de je veux tirer et je veux rendre les choses plus simples? Ce qui veut dire que c'est pas un problème de muscle, c'est un problème de conditions dans lesquelles le muscle s'exprime. Et comment le muscle peut s'exprimer? Il va s'exprimer grâce à sa motilité, qui va être sa capacité à changer de course. Et sa capacité à changer de course, ça va être dépendant de la modulation faciale, de comment le fascia autorise ou non. Hmm. C'est dans le fascia que tu vas avoir des récepteurs qui vont dire, tu veux aller à tant de distance, ok, on te laisse faire. Ou justement, attention, là, il y a danger. Donc c'est ça c'est dans le fascia, c'est dans la structure collagénique que l'on va trouver les, euh, les modulateurs de la motilité.
Ok, ouais, intéressant. Intéressant. Ça veut dire qu'en fait, le fait de venir bosser aussi sur ces fascias, quelque part, en fait, tu vas libérer les conditions pour gagner en élasticité. C'est ça, Exactement. Et si j'ai donc compris. gagner en amplitude, et donc pourquoi pas Ouais. gagner en force. Euh, Tu vas gagner également en proprioception. Et c'est pour ça aussi que en imaginant, en faisant de la proprioception, tu as plus de chances de gagner de la souplesse que en faisant des étirements passifs. Alors ça, il y a qu'à faire l'expérience. Les personnes qui écoutent, elles ont juste à tendre les bras devant elles, lever les bras, voir la mobilité d'épaule qu'elles ont sur le plan sagittal. Et derrière, faire resserrer les omoplates, écarter les omoplates 5 fois, monter les omoplates, baisser les omoplates Hmm. 5 fois, jouer comme ça pendant 1 minute, Je vais le retester. faire. Logiquement, la mobilité d'épaule est meilleure. Parce qu'on Intéressant. on a rassuré le membre, en fait. Hmm. Ok, ok, chouette. On arrive à la fin de cet entretien. Est-ce qu'il y a une leçon que tu as apprise récemment, que tu aimerais nous partager, quelque chose que tu as compris de la vie, de la société, des hommes en général? Euh, Bah, les hommes en général, je trouve, on vit une période qui est quand même compliquée à discuter parce que c'est un peu morose, badant, la période dans laquelle on vit. Donc, tout le monde, je vais pas enfoncer une porte ouverte. Par contre, donc là, j'ai ouvert un local récemment et quelque chose qui me vient en tête, on est tous des aveugles. Et en fait, la connaissance nous enlève simplement une couche qui nous aveugle. Et donc là, par rapport au local, au développement entrepreneurial, tout ça, je suis très focalisé sur les choses que je ne connais pas. Plus que ce que je connais, ce que je sais faire. Je sais faire des choses, tant mieux. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce que je ne connais pas. C'est intéressant. Merci beaucoup. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Bah, merci à toi. Bon, et bien, chers auditeurs, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura appris des choses. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à nous laisser une note positive et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour les personnes qui veulent aller plus loin, vous pouvez soutenir le Bazar culturel en adhérant à l'association. Et bien sûr, vous retrouverez en description tous les liens pour suivre le travail de Pierre-Yves. Je vous dis évidemment à lundi prochain et en attendant, restez en mouvement.